Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment allez-vous en ce mardi 5 octobre? Bonjour cher ami, je vais bien et toi comment vas-tu? Bah ça va très bien, écoute, ça va très bien après un week-end particulièrement mouvementé, sinon traumatisant pour nous Français, parce que Morgan a connu une deuxième défaite consécutive, deuxième défaite pour la ceinture donc du Cage Warriors, défaite pour la ceinture intérimaire du Cage Warriors. Là il s'est incliné par décision majoritaire, cette fois plus claire que lors de son précédent combat, qui avait causé pas mal de polémiques en France, hein. Alors toi, qu'as-tu pensé, un, de la performance, et puis deux, what's next pour Morgan Charrière? La performance. C'est un combat de dingue. Déjà, il y a une très belle opposition. Ok, ça a été chaud, compliqué, un match très acharné. Euh, Maintenant, comment dire? Morgan a donné ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait dans les tripes. Il a tout donné. Et il a donné physiquement, on ne peut rien lui reprocher. Techniquement, on peut difficilement lui reprocher les choses. Il est technique. Ce qui lui a manqué, c'est une succession de choix, des choix, des choix assez compliqués. Je pense qu'on est au R2 quand il se fait amener au sol par une espèce de... Non, c'est le R3. On est au round 3. Il se fait... Il boxe dans la boîte. C'est-à-dire qu'il reste à une distance de boxe anglaise très rapprochée. Ils échangent en mode frappe. Morgan a des frappes lourdes et donc il a pris confiance avec ces frappes-là. Mais jouer dans ce game-là veut dire que tu t'exposes aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es prêt à rester longtemps dans la boîte et échanger, tu as intérêt à avoir une bête de vista, un coup d'œil et puis une anticipation de malade. Donc il échange avec son adversaire et il finit par prendre ce méchant crochet qui lui fait une espèce de knockdown et qui va lui faire mal à l'œil. Et selon mes sources, des sources très sûres d'ailleurs, il aurait le plancher orbital cassé. Oui, c'est ça, complètement. Morgan l'a confirmé, et donc, ouais, fracture orbitale, ouais, complètement. Voilà. Euh, donc, il prend ce compte-là. À ce moment-là, il descend, il a un très bon réflexe. Très bon réflexe. Je shoot dans les jambes parce que je perds le gars fonce sur moi et que je fais un changement de niveau pour essayer de temporiser le gars. Mais sauf que avec l'impact et tout, le gars a réussi à l'amener au sol sur l'accumulation. Morgan a un excellent cadrage. Tout le temps, il est dessus. Il est présent. Il suit le gars. Le seul problème qui manque, encore une fois de plus, tout ce que je raconte là, il faut pas le prendre en mode donneur de leçons. Je prends vraiment les précautions oratoires pour qu'on comprenne que je me positionne en mode voilà ce que j'aurais fait comme choix. Ce n'est pas une vérité absolue. Je pense qu'il y a des lectures. Il pourrait y avoir des choses que je ne sais pas dessus sur l'organisation de leur combat et qu'est-ce qu'il avait comme capital santé au moment de faire la stratégie de combat et ce qu'ils avaient vu. Je n'en sais rien. Je donne juste ce que j'aurais, après avoir analysé le combat, ce que j'aurais dit moi. Il a un très beau cadrage. Il faut juste un peu qu'il boxe pendant le cadrage. C'est-à-dire que Morgan suit, met la pression, cadre, mais touche quand il est posé. J'aurais demandé à Morgan de toucher un peu plus pendant le déplacement. Ça nécessite une certaine mobilité quand même, une certaine manière de boxer, de dire je vais à gauche et je boxe, je vais à droite et je boxe pendant que je me déplace, je recule, je boxe en avançant. C'est compliqué de le faire quand on n'a pas pris l'habitude de le faire. Cependant, ça arrive. Et puis, il y a round, le R3 où il va se prendre un takedown. La première amenée au sol, c'est en mode crochet extérieur, ce qu'on appelle outside trip. Et donc, le gars va faire crochet de jambe sur jambe, qui va faire tomber Morgan, parce que Morgan n'a pas les jambes collées sur la cage. Donc, ça laisse de l'espace derrière lui pour mettre un crochet. Morgan va tomber, mais encore une fois de plus, il se débrouille, je ne sais comment, il réussit à se relever. R
toujours R3 ou 3 à la troisième minute, il se prend un double leg, deux jambes verrouillées, la ceinture elle est là au niveau des jambes, le gars l'arrache, il le fait tomber. Morgan encore d'une puissance incroyable, avec un scramble de fou, il va réussir à repousser, se relever, sauf que cette fois-ci, au moment où il fait son wall wall, c'est la marche sur le mur avec les épaules pour se relever, il donne légèrement le dos à son adversaire qui va tout de suite valider la prise de dos. Prise de dos, ça veut dire le round, il est perdu. C'est-à-dire que prise de dos avec body lock, c'est sûr que tu as perdu le round, tu peux pas le récupérer. Et puis tu te mets en danger pour l'étranglement qui n'est pas passé loin. D'ailleurs, le mec a vraiment passé le bras sous le cou de Morgan à un moment donné et ça aurait pu le mettre en danger. En tout cas, il s'en sort toujours. Et ce qu'on va constater, ce qu'on apprend de ça, de cette manière de combattre là, de sa manière de faire, c'est que Morgan est physiquement très fort pour son poids de corps. Morgan est techniquement OK. Le seul problème, c'est que Morgan résout les problèmes dans lesquels il s'est mis. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe qui dit « Le sage sait quoi dire ». Non, l'intelligence sait quoi dire et le sage sait quand ne pas parler du tout. Ça veut dire que quand tu es intelligent, bon, tu sais comment sortir des problèmes. Tu sais comment faire des scrambles et sortir des problèmes quand le combat est compliqué, dans les problèmes dans lesquels tu t'es mis. Quand tu es un mec sage, tu ne te mets même pas dans les problèmes. Il y a une série de combattants à l'UFC de haut niveau qui vont appliquer ce que Trevor Whitman dit, les grands combattants ne font pas d'erreur. Je vais rajouter ceci. Les grands combattants ne font pas d'erreur à leur prime. Quand tu es à ton prime, tous qui ont été grands combattants ne font pas d'erreur à leur prime. Quand Conor McGregor était à son prime, il n'y a pas une seule fois il fait une erreur. Dès qu'il commence à faire les erreurs, ça se complique. Un jour, Cyril fera les erreurs parce que l'âge arrive, parce que le temps passe. Dès que tu fais des erreurs, quand tu étais à ton prime, tu n'en fais pas, ça commence à te poser un problème. Le grand combattant ne peut pas faire des erreurs. Il faut tout le temps calculer et réfléchir un peu plus. Il y a j'aurais du mal à dire c'était quel round. Le round, je pense que c'était le 4e ou le 5e round. Il y a le mec qui a un double leg sur lui. Et Morgan va choisir d'aller en guillotine. Donc, il va tirer dans la garde pour l'amener en guillotine. Sauf qu'en prenant la garde, en tirant la garde et tout ça, c'était le 4e round. Voilà, le 4e round, il tombe et le mec prend le dessus et il va prendre tout le round parce qu'il est au-dessus de Morgan. C'est un choix simple qui est de dire, au moment où tu sens qu'il y a le moindre risque, il faut le caper le risque. Le combattant est comme un entrepreneur, un businessman qui est jeune, quand il démarre son business, il est fougueux. On lui donne n'importe quel business, il prend. Et on ne comprend pas pourquoi quand tu arrives dans une très grosse société et tu as envie d'investir, tu dis, mais c'est pas possible. Je leur demande un investissement d'un million et il chipote alors qu'il pourrait rapidement me filer le 1 million puisqu'il pèse 50 milliards. Mais non, parce que plus ils ont l'expérience et plus ils vont caper tous les risques. Ils ne vont investir que si c'est sécure. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que Morgan, au moment d'aller sur sa guillotine, il aurait dû se rassurer qu'il la verrouille avant de partir. Auquel cas, faire le choix de ne pas partir en tirant dans la garde, d'essayer de la valider, la guillotine debout. Voilà un peu les choses qu'on doit régler, qu'on pourrait régler en fait, qui pourraient régler encore. Morgan est très jeune, il a 25 piges, c'est super, super jeune. Cependant, son style est un style qui plafonne très rapidement. Si on ne fait pas attention, il peut plafonner rapidement. Quand on est puissant, quand on frappe fort, quand on a le sprawl et on revient et qu'on n'a pas l'intention de travailler longtemps sur la finalisation, ça peut se compliquer. Morgan a eu plusieurs fois, il y a une position parfaite. J'adore Morgan, je l'ai vu s'entraîner avec Taylor Lapillus pour la préparation de Taylor à ma salle. Je sais ce qu'il est capable de faire. J'adore.
C'est phénoménal ce qu'il fait et ce que sa team a réussi à faire. Il se retrouve toujours à une position que j'aurais capitalisée. Systématiquement, quand Morgan, on veut l'amener au sol, il sprawl et il se retrouve en nord-sud en tenant la tête et le bras du mec. Morgan devrait masteriser tous les étranglements possibles en nord-sud. Il devrait dormir, bouffer, manger. S'il ne le fait pas encore, parce que là, je suis en train de dire des choses, ça se trouve, il fait déjà tout ça et moi, je suis là, j'ouvre ma bouche et je ne sais pas de quoi je parle. Mais ce que je dis, c'est que au moment où il arrive et qu'il tient et qu'il sprawl sur la tête de son adversaire et qu'il passe sur le côté, non. Il devrait vraiment garder le menton, tenir le menton et l'épuiser à vouloir l'étrangler systématiquement. Parce qu'on a constaté sur quasiment tous les combats de Morgan, c'est une position où il arrive très souvent. Et donc, il faut trouver une solution pour finaliser à cette position. Grosso modo, les choses qu'on aurait pu améliorer sur cette guerre qu'il y a eu, ce serait économiser l'énergie, optimiser le bioénergétique de Morgan. Pour économiser et optimiser le bioénergétique de Morgan, c'est éviter de se retrouver dans des situations où on va se battre pour sortir des situations. Je ne sais pas si c'est concret ce que je raconte là, c'est que concrètement, ce que je dis à mes élèves, c'est si tu as une guillotine que tu vas passer et que tu sens que tu ne la tiens pas, laisse tomber, laisse passer. Si tu as un double leg, si tu as un double leg que tu veux mettre à la personne et tu sens que tu peux l'économiser, économise le double leg parce que si le gars ne tombe pas, ça peut être relou pour toi. Ça veut dire que quand vous avez vu le match de Cyril Gane contre Volkov et qu'il y a 3 fois Volkov arrive sur le single leg, le double leg et il ressort, si Cyril veut forcer, il peut l'amener au sol. Mais on sait que dans ce qu'on s'est dit, s'il ne tombe pas facilement, laisse tomber. Parce que le bénéfice que tu auras d'avoir amené au sol n'est pas justifié par rapport à la galère et à la dette d'oxygène que ça va t'apporter. C'est-à-dire que si tu fais une amenée au sol à Volkov et que derrière ça, tu te relèves et il y a un combat puisqu'il se relève toujours Volkov, tu vas te retrouver en dette d'oxygène que tu ne peux pas gérer. Alors, n'y va pas. Mets-toi toujours dans la situation où tu n'as pas de problème à résoudre. Ne va pas te trouver dans la situation où tu es dos à la cage et où tu vas devoir te battre pour sortir de la cage. C'est des anticipations, tout ce que je raconte là. Et c'est ces petits détails-là qui manquent juste pour que Morgan devienne le combattant parfait. Et encore une fois de plus, le combat était un beau combat. C'est-à-dire que tu le sais, tu as vu tout de suite Grand Ball qui va poster sur Twitter en disant good job champ, on refait ça bientôt à Paris. Ce sont les indicateurs qui montrent que le promoteur a aimé. Moi, en tant que promoteur, ce combat-là, je l'achète tout le temps parce que c'était un beau combat au final. Maintenant, ce qui se passe dans la tête de nous, les amis, les fans, les supporters de Morgan, c'est que on a une visualisation idéale de la chose. Morgan combat, il gagne, il va à l'UFC. Je suis même pas sûr que ce soit le bon chemin pour tous les athlètes. Il faut le comprendre à un moment donné. C'est-à-dire que Morgan a trouvé sa voie. Sa voie, elle est exceptionnelle. À lui tout seul, il peut vendre. Il n'a même pas besoin d'être pressé pour y arriver. Ce qu'il devrait faire, c'est penser à trouver une organisation où il est bien payé. Voilà. S'il est bien payé, je pense qu'il peut rester tranquille et construire tranquillement au moment d'arriver à l'UFC, prendre une carte de visite à l'UFC, aller le plus loin qu'il puisse et revenir encore refaire son argent parce que, comme je t'ai dit encore, il a minimum 10 ans devant lui, voire 15 piges devant lui à combattre s'il est intelligent et s'il ne prend pas des mauvais coups. Donc voilà. Il y a pas mort d'homme. Il y a 2 défaites consécutives.
ça tue le rêve de ceux qui sont en mode UFC, 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 tout de suite UFC. Mais en soi, Morgan il a toujours une grande valeur sur le marché. Il n'y a rien qui s'est passé. Il y a pas, il y a jusqu'ici, il y a pas. Moi, je reçois sincèrement une tonne de messages en privé. Et beaucoup de personnes qui m'ont tagué sur pas mal de messages en demandant si il n'y a pas moyen que je m'en occupe. Est-ce que ce serait bien que je m'en occupe? Mais en réalité, Morgan n'a pas besoin de moi. Il est arrivé sans moi. Ce que sa petite team a fait, ils ont fait du bon boulot. Ils n'ont pas eu besoin de moi du tout parce que c'est très facile. C'est très facile, ça, de juste changer les teams dès que ça ne va pas. S'il y a à changer les teams, il faut changer pour une bonne raison, de manière tranquille, parce que dans ton camp d'entraînement, tu vois qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut t'apporter. Je dis encore que techniquement, physiquement, on n'a pas grand-chose à lui apporter. Il est physiquement bien. Il faut trouver un moyen de ménager son physique pour que le bioénergétique dure. La plupart du temps, les athlètes pensent qu'ils ont un problème de cardio, mais ils ont un problème de gestion de cardio. Tu as 100 € pour passer ton mois. Si tu prends 2 à 3 € par jour à bouffer tes petites nouilles et tout, tu t'en sors bien. Si tu décides d'aller au Phuket, c'est tout pour aller mettre, je sais pas moi, 70 ou 90 €, bah, il te reste plus grand chose. OK? Je dis n'importe quoi, hein. Je dis Phuket parce que mais ça, les plats valent beaucoup plus cher que ça. Mais en gros, ce que j'essaie de dire par là, c'est que l'énergie, c'est un budget que tu as. Si tu gères bien, tu ne dépenses pas tout, bah, tu t'en sors. Et je pense que ce n'est que ça qui reste à faire. Ensuite, techniquement parlant, tout ce dont je vous parle là, il n'y a pas une meilleure école que la lutte à livrer. Ça n'existe pas une meilleure école que la lutte à livrer pour les guillotines. Je vous parle d'étranglement. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on demande à un coach comme moi, c'est de la ressource humaine. C'est de savoir s'entourer, avoir la ressource, pas de pouvoir tout faire. Quand tu es dans une école comme NR Fight où tu as la meilleure guillotine par Nicolas Régnier, où tu as la meilleure guillotine par Thomas Louberzan, moi j'ai tourné avec Thomas Louberzan, j'ai jamais vu ça de la vie. Je crois qu'il m'a gardé le coup pendant 3 minutes, quoi, jusqu'à ce que je m'épuise et que je tape. C'est l'une des meilleures guillotines que j'ai jamais vues, la guillotine de Thomas Louberzan. Donc je pense que si Morgan Charrière faisait appel à ces personnes-là qui ont des très bonnes guillotines, il finirait par mettre vraiment en danger les gars. Au lieu d'aller chercher l'idée de se dire, je vais sprawler, frapper, sortir, c'est OK, tu veux m'amener au sol, tu prends ma jambe tout de suite, je te mets gravement en danger. Tu sens tout de suite que le placement de la guillotine devient quelque chose de dissuasif pour la continuité de ta carrière. Et donc, voilà un peu les axes d'amélioration que je donne ici. Ce sont des axes d'amélioration. Vraiment, moi, j'ai choisi mon camp depuis quelques temps déjà, depuis quelques années. J'ai choisi mon camp. Mon camp est celui d'aider et d'améliorer sincèrement le MMA français de manière globale. Et pour l'aider, c'est ce que je dis là, c'est que l'aider ne veut pas dire allô Morgan, est-ce que tu peux venir chez moi? Ça n'a aucun intérêt. L'aider veut dire je donne à ma petite dimension les axes d'amélioration possibles pour qu'ils puissent grandir et ces coachs vont en faire ce qu'ils veulent. Voilà quoi. C'est tout. Je pense que la venue de Morgan encore brillant. Il y a encore moyen de faire quelque chose d'extraordinaire et de toutes les façons, comme il a dit sur son message, je suis têtu. Ne perdez pas votre temps à me dire que je ne pourrais pas le faire et je vais le faire. Il y a pas, moi, j'ai kiffé son post après des fêtes. C'est une très bonne, c'est une lucidité, c'est une clairvoyance. Et puis voilà, il faut juste clairement faire attention avec les organes étrangers. Et puis comme tu l'as dit très justement, Morgan est l'un des très très rares combattants à pas avoir besoin de l'UFC pour pouvoir potentiellement remplir des salles et avoir énormément de succès. Même là on l'a vu, hein, lors de l'événement, il y avait énormément de Français qui avaient fait le déplacement à Londres dans des conditions, on le sait avec le coronavirus, qui sont assez compliquées. Fernand,
On va passer à l'UFC. Et l'UFC, donc le main event, Thiago Santos contre Johnny Walker. Oui. Excuse-moi, avant de passer à l'UFC, faut se rendre compte que Morgan a pris un mec il est numéro 195 mondial, je crois. Il y a 78 places en tout cas qui les séparent. Morgan est 117e mondial. Le gars est 195 mondial. Mais quand tu prends ce genre de mec, tu te dis, enfin, c'est pas Morgan qui s'est dit, ce qu'on lui offre, c'est qu'on va te faire croire, il y a moyen que tu passes le gars. Mais techniquement et stratégiquement, c'est un poison, le gars. Très compliqué pour le style de Morgan. À la base, le style n'est pas bon. Déjà à la base. Quand tu as une organisation qui peut gérer ta carrière et qui te veut du bien, comme eux font de l'autre côté, parce que c'est toujours pareil. C'est Liverpool qu'on met en avant. C'est Irlande qu'on met en avant. C'est toujours pareil. Quand tu as une organisation, quand on va commencer à comprendre qu'on peut aussi travailler dans notre écosystème en France, quand tu as une organisation qui peut t'aider, ils vont trouver des personnes mieux classées que toi, mais dont le style n'est pas bon pour eux et dont tu es leur kryptonite. Dans le style qu'on a donné sur ce combat, c'est un poison. C'est-à-dire que Morgan vient de perdre des places. Il a combattu un mec qui est beaucoup moins classé que lui, de 78 places, et il perd le combat. Alors qu'il y a là dehors des personnes dans la catégorie de Morgan qui sont beaucoup mieux classées, mais avec un style fragile et que Morgan pourrait mettre en danger. C'est de ça que je parle en disant, faites attention du placement que vous avez sur certains organes. Voilà, donc en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, le Cage Warriors met en avant surtout ses combattants britanniques. On en avait parlé il y a quelques temps avec notamment Paddy de Paddy Pimblett, qui lui est même managé par le président du Cage Warriors, Graham Boylan. Alors, donc, vous savez, tous les événements UFC, ou presque, vous pouvez les suivre bien évidemment sur RMC Sport, mais aussi sur le Twitter de Fernand Lopez qui livre ses analyses. Là, lors du dernier main event, il y avait Johnny Walker qui a aussi changé pas mal de gym ces derniers temps, qui affrontait Thiago Santos en main event pour son premier main event à l'UFC, et Fernand a trouvé qu'il gardait les stigmates de ce premier KO subi contre Corey Anderson, Johnny Walker, qui est plus tout à fait le même, c'est vrai. Oui. Alors, c'est bizarre l'analyse que je vais faire là sur Johnny Walker. Il y a deux visions. La première vision, c'est que moi, je regarde le combat et je me dis, qu'est-ce qui lui arrive, quoi? À quel moment il va attaquer? Et quand je regarde le combat la deuxième fois et que j'écoute son coin, on le rassure, on lui dit qu'il est bien et qu'il fait bien et que ça se passe bien. Donc, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a pas pu performer. Il a passé son temps à faire les feintes. La feinte n'a d'effet que si tu as fait mal à la personne. La feinte n'a d'effet en sport de combat que si tu n'as touché la personne. Je vais le faire clair. Pour qu'il y ait une feinte, pour que j'ai peur d'une frappe, il faut qu'il y ait une notion de nociception. La nociception, c'est la douleur. C'est le corps qui constate qu'il a mal. Le fait que j'ai été touché, que j'ai mal quelque part, me rappelle que quand le gars fait un mouvement, ce geste-là signifie que je vais encore avoir mal. Mais sauf que si tu passes 5 minutes à faire des feintes et la personne n'a jamais la conséquence, n'a jamais une douleur, bah tu ne lui fais plus peur. Il n'y a rien. Et encore, il est tombé face à Santos. Santos, c'est un contreur qui ne fait rien. Il fait ça contre n'importe quel gars dangereux dans le top 5 ou dans même le top 10. Il y a des noms qui sont extrêmement dangereux. Il se fait coucher rapidement. C'est-à-dire que tu feintes, tu touches et tu ne fais pas, tu ne montes pas derrière que tu feintes, tu ressors, tu feintes, tu ressors et tu ne touches pas et tu ne montes pas derrière que tu es dangereux, bah ça amène le mec à prendre confiance et comprendre, ok, c'est un bluffeur. Il bluffe juste, il faut que je rentre dedans. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui aurait dû se passer, mais Thiago Santos aussi avait très peur, n'a rien fait de son côté. Et j'étais là, enfin, je me disais, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a de la place? Il y a beaucoup de place, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a une bonne nouvelle, c'est que il est coachable, Johnny Walker.
Il a écouté religieusement son coin. Il est coachable. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec Kavanagh. Des fois, il y a des contre-indications que je fais avec mes élèves. Je dis que je vais dire quelque chose, mais ce que je vais dire ne sera pas ce que je dis. C'est-à-dire que pendant le combat, je peux dire à un de mes élèves, take down. Mais c'est le contraire de take down. C'est une fin de take down pour faire autre chose. Donc, je ne sais pas s'il y avait une fin dans ce que Kavanagh disait, mais il était tellement sur les mêmes déclarations que je m'inquiète. Et maintenant, encore une fois de plus, quand je ne suis pas dans le secret, je fais attention de ne pas bâcher les autres camps d'entraînement, les autres coachs, les autres managements, parce que je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne sais vraiment pas ce qui s'y passe en réalité. Je sais juste que selon ce qu'on constate, Kavanagh demandait qu'on mette des kicks, Kavanagh demandait qu'on fasse des feintes. Et quand il y avait la pause, Kavanagh disait que c'était bien ce qui se passait. Je ne peux pas. Il m'est arrivé sur un combat de faire ça, mais j'avais quelque chose en tête. Je ne sais pas s'il avait quelque chose en tête. J'ai déjà raconté cette anecdote une fois, le combat de Sylvain Pota contre Boubacar Baldé au 100% fight. Je coach Sylvain Pota, il n'a aucune âme pour pouvoir battre Boubacar Baldé. Il vient du judo, il a un pur judo, il n'a rien d'autre. Comment arriver sur le kumikata à mettre les mains dessus, c'est de la magie. S'il va le chercher, il va se prendre un KO, soit un genou, soit un uppercut de la part de Baldé qui est patient et qui va avoir les coachs qui vont lui dire patient et d'attendre. Je trouve une stratégie, c'est d'aspirer Boubacar Baldé. Comment l'aspirer? Je dis à Sylvain Pota, tu vas le fuir tout le temps. Pendant 5 minutes, tu vas le fuir jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur et qu'il ne t'attende plus et qu'il se décide de venir te chercher. Tu vas lui donner l'impression que tu as tellement peur de la boxe, que tu es une chèvre qui a tellement peur de la boxe qu'il va se lancer à l'assaut. Et dès qu'il va lancer sa première droite, tu changes de niveau, tu l'amènes au sol sur le dos, c'est une tortue, tu vas pouvoir lui passer une soumission. Et donc, le premier round, je préviens en plus Sylvain Pota en lui disant, toute la salle va te huer. Les gens vont t'insulter. Mais plus on va t'insulter, sache que tu es sur la bonne voie. Parce que son coach, à un moment donné, va craquer, il va lui dire, OK, n'attends plus, va le chercher. Et c'est exactement ce qui se passe. À la fin du premier round, je vais dans le coin et je dis à Sylvain Pota, parfait, c'est bien ce que tu fais. Et H, il vient me voir et me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Fernand? T'es en train de me niquer mon événement, tu es en train de voilà quoi, je sais pas ce que tu fais, mais tu fais quoi? Tu dis à ton gars de fuir. J'avais ce signe que je faisais à Sylvain Pota. Et donc, il fuyait. Et puis, au final, deuxième round, Boubacar se jette, changement de niveau, il amène au sol, il lui fait un kimura, fin de combat, et il va gagner le championnat le championnat de 100% fight. Il a la ceinture. Donc, j'avais une stratégie en tête au moment où je disais au gars de fuir le combat. C'est pour ça que je prends mes précautions oratoires en disant, je ne sais pas si Kavanagh avait autre chose en tête, mais en tout cas, ce que nous on sait de ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé des kicks à distance, il a demandé des feintes et il a apprécié ce qui s'est passé à la fin du round sans donner d'autres réadaptations. Donc voilà, on sait qu'il est coachable. On sait aussi que il a eu un KO qu'il a bousculé contre Corey Anderson, c'est ça? Exactement. Et Corey Anderson. Et à partir de là, il n'a plus jamais été le même. Du coup, mais pour toi, ça, ces combattants-là qui sont un peu fous, on va dire, dans leur style. Je pense aussi à Michel Perrac et à l'UFC. Est-ce que pour toi, Michel Perrac a gardé ce côté un petit peu fou, mais aussi qui est aujourd'hui un petit peu plus domestiqué, on va dire? Est-ce que pour toi, ces combattants-là, tu leur suggères, s'ils arrivent dans ta salle, de garder ce côté un peu comme ça, Absolument. un peu chien fou? Absolument. Ok. Absolument. Il faut qu'il garde les styles, surtout dans le cas de Johnny Walker. Il est extrêmement dangereux quand il bouge. Enfin, la distance qu'il couvre, c'est un monstre. C'est un poids lourd, c'est même pas un lourd léger. Ce mec est monstrueux. Moi, je kifferais l'avoir. C'est un animal. Que quand il casse la distance et qu'il balance un coup de pied en 2 pas, il est sur toi. Il traverse tout l'octogone de l'UFC. C'est impressionnant. À tout moment, il peut jaillir, il peut faire n'importe quoi, un coup de genou sauter, n'importe quoi, il peut faire tout. Alors que s'il devient cérébral, du coup,
il faut de la grosse coachabilité. Il faut un binôme de fou. Il faut bien coacher ça. Le coaching est magnifique et exemplaire quand il est exécuté, disséqué, produit avec le détail, pourvu que le récepteur soit prêt à recevoir et à traiter les informations. Si tu fais de l'émetteur, qui est le coach, qui envoie des informations très précises, et le récepteur, qui est le combattant, qui n'est pas fin et qui ne sait pas capter les informations rapidement et poser ça, traduire ça en frappe, en choix de combat, ça fait mauvais. C'est que le coach, à ce moment, le coach qui est l'émetteur doit changer de fréquence et revenir sur de la barbarie et dire juste des trucs de fais ton fou, quoi. Fais le fou. Il y a des moments où tu vas avoir des athlètes à qui tu dis arrête de calculer, fais le fou. En faisant le fou, il y a des chances que tu gagnes ton combat. Parce que si tu fais l'intelligent, tu vas pas gagner ton combat. Donc, oui, sur le cas de Pereira et le cas de Johnny Walker, vaudrait mieux qu'il revienne à l'ancienne. C'est pas la stratégie très pointue pour lui, c'est pas le bon bail. Et on a là, pour revenir aux Français, Benoît Saint-Denis qui vient rejoindre un peu cette French Invasion en signant à l'UFC, invaincu en carrière, 100% de finition. Il y a des retours assez impressionnants, moi je trouve, concernant sa signature. Tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle, on peut parler de hype. Toi, que penses-tu? Donc il va rejoindre la catégorie welterweight. Est-ce que c'est un véritable espoir de ceinture, top 5 mondial? Nous avec Ross, on était plutôt top 10, ce serait déjà très bien au regard de la catégorie. Toi, est-ce que tu partages notre avis ou t'es soit un petit peu plus tempéré ou au contraire tu te dis il y a une vraie carte à jouer pour les Français, enfin pour Benoît Saint-Denis dans cette catégorie welterweight? Déjà, c'est une belle victoire. C'est un triomphe. Benoît Saint-Denis à l'UFC, magnifique. Tu dis magnifique. Ça par rapport à quoi? Dans le sens qu'il est démarré si tôt et qu'il signe déjà à l'UFC? Oui. Ah, ok. Enfin, il me bluffe. Je suis impressionné. Son équipe fait son management fait un boulot de ouf. Enfin, faut le dire. Là, pour le coup, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. C'est bien joué de savoir que Benoît Saint-Denis est à l'UFC. C'était pas gagné. C'est correct. C'est-à-dire que il y a dans la carrière des gens des analyses que tu fais qui sont souvent très justes et puis des analyses que tu fais qui sont pas justes, qui sont pas carrées. Et pour le coup, Benoît Saint-Denis a fait une très belle carrière. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était, je l'ai eu au MMA Factory à un moment donné. Ok. Au début de sa carrière. C'était un sparring moyen. Vraiment, j'ai chapeau à son parcours, chapeau à le cœur qu'il y met, chapeau à son management, la BTT. C'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, c'est un short notice, c'est une opportunité prise à la dernière minute. Du coup, on ne contrôle pas les dégâts, on ne contrôle pas ce qui va atterrir, un peu comme Alan Baudot a atterri contre Thomas Spinal. On savait que Tom, c'est un tueur à gages, mais on a pris l'opportunité. Il est à l'UFC, même s'il est sur des défaites, dont une défaite avec un adversaire qui est dopé. Du coup, la performance échangé en no contest ou en son décision. D'Alan Baudot est devenu un no contest parce que son adversaire était dopé, mais cependant il est toujours dans les rangs de l'UFC et son prochain combat est déjà prévu pour le début de 2022. Donc il est là, il a gagné sa place à l'UFC, il combat, il se bat pour trouver sa place et c'est un peu la même chose pour Benoît qui arrive avec un adversaire beaucoup mieux classé. Vraiment beaucoup mieux classé. C'est pas un cadeau. Et c'est une bonne chose de prendre ces opportunités-là. Je suis convaincu qu'il faut tomber de l'avant. Et là, pour le coup, il est tombé de l'avant.
C'est que C'est ce qu'on disait avec Rose justement dans c'est ça. Là, pour le coup, le management, je n'aurais pas fait mieux que ce qu'ils ont fait de tomber de l'avant avec Benoît Saint-Denis. Et c'est un bon choix. C'est un bon choix de faire ça et d'aller se former là-bas. Pire des cas, il a quoi? Il a à peine un quart de siècle. Pire des cas, il fait 2, 3 combats. Même si au pire des cas, il ressortait, il aurait la signature, il referait quelques combats à l'extérieur et il repartirait pour aller gagner la ceinture de l'UFC. Je, pourquoi pas un jour le retrouver dans le top 10 sous la ceinture de l'UFC, mais je préfère être honnête avec vous. Je ne l'y vois pas tout de suite sur la ceinture de l'UFC. C'est compliqué quand même. On parle d'une catégorie où c'est tendu. Il y a des monstres. C'est tendu à mort. Welterweight, c'est extrêmement tendu. Donc, s'il est classé un jour et qu'il rentre dans le top 15, c'est déjà très, très bien. Maintenant, je dis encore qu'il y a des transformations. Les combattants cherchent leur style. On parlait de Morgan Charrière. Ils cherchent leur style. Et des fois, ils plafonnent dans un style. Et quand ils trouvent comment gagner et qu'ils trouvent dorénavant comment utiliser ses points forts, boum, tout bascule. Et ça change. Donc, est-ce que pendant sa première année à l'UFC, il va trouver la bascule pour comprendre son style? Ce serait bien. Mais encore une fois de plus, c'est très, très chargé. Welterweight, c'est très, très chargé. Et c'est compliqué d'y suivre. Mais encore une fois de plus, voilà quoi. Je tiens à féliciter son équipe, à féliciter son management. Good job. Oh là là, bah on avance avec les autres actualités du moment, bien évidemment. Dernier point, et pas des moindres, c'est que la semaine dernière, il y avait le Bellator en même temps que le Cage Warriors. Le Bellator qui a encore fait un main event en 3 rounds, moi j'ai du mal un petit peu à comprendre ça. Toujours est-il que Michael Venom Page s'est imposé face à Douglas Lima, il a pris sa revanche par décision partagée. Depuis, Michael Venom Page a émis son souhait de refaire le combat, donc une trilogie en 5 rounds. Toi, est-ce que là, tu commences à te dire Michael Venom Page est un finalement top welterweight et pas juste un gars qui met des KO contre des combattants pour le coup bien moins classés que lui pour le faire briller? Je ne comprends pas ce qu'il fait là-bas au Bellator. Je ne sais pas ce qu'il fait. Franchement, il a un top niveau. Il est monstrueux. Ok. Et les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut continuer à attendre qu'il y ait un grand lutteur qui vienne le clouer au sol. Je sais pas. Lima, vous savez depuis quand Lima il est black belt? Ça doit faire une dizaine d'années qu'il est ceinture noire, juste au brésilien. Enfin, le mec, voilà quoi, il est solide. Il pourrait aussi tenter de le clouer au sol. Non. Il y a peu de gars qui apprennent de leurs erreurs de cette manière-là. La même balayette qui a suivi le chaos sur le premier combat, la même balayette a été appliquée, il a anticipé, il a évité le chaos sur le deuxième combat. Il a appris MVP. Et encore une fois de plus, en termes de spectacle, il est tellement atypique, tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Il n'y a pas un seul mec qui n'a pas envie d'avoir ça. Dès que j'ai eu le budget d'Ares 1, la première chose que j'ai fait, c'était de contacter MVP. À l'époque, dès que j'ai eu le budget, tout de suite, c'est la première chose que parce que j'avais des informations dessus qui étaient assez... Il a tourné avec Karl Amoussou en Suisse. Et Karl Amoussou, j'ai eu Karl Amoussou au téléphone à l'époque qui m'a dit, franchement, MVP, c'est un bordel. Il est vraiment, vraiment fort. Je pense j'ai vraiment envie de le voir avec les hommes forts. Je ne comprends pas comment un gars comme Masvidal va battre MVP. Oh, wow. Dis-moi comment il va battre MVP, Masvidal. Ah oui, non, honnêtement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, sachant que Masvidal, là, j'ai envie de le revoir déjà face à un top fighter, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. C'est ça. C'est-à-dire que Ousmane Camaro réussisse à mettre en échec MVP, je comprendrais. Mais Venom Page, c'est pas n'importe qui à 67 kilos, même à l'UFC qui va le battre. C'est pas dans le top 10, il y a peut-être 2 personnes qui peuvent le battre, quoi. Et moi, j'ai envie de voir ça. J'espère qu'un jour ça va arriver. J'ai envie de voir ça. C'est un phénomène.
Enfin, le spectacle au rendez-vous, la personnalité au rendez-vous. Enfin, combien de personnes font ça? T'arrives au deuxième combat face à un mec qui t'a mis KO Le seul et en tu lui mets un plus. coup de pression et tu lui mets un coup de pression à la pesée. Direct à la pesée, t'arrives, t'es comme ça déjà. Le mec qui t'a juste mis KO sur le premier combat, quoi. Tu t'en moques, il n'y a pas d'humilité, tu sais que tu vas faire ton taf, tu vois. Non, je trouve que c'est bien qu'il soit aussi sûr de lui, de dire ce n'est pas Lima qui m'a battu, c'est moi qui ai fait une grosse erreur. Et il arrive, il prouve le contraire. J'aime beaucoup. Et de toi à moi, Fernand, parce que finalement, là, on parle juste tous les deux, hein, y a personne qui nous écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Bellator? On en parle régulièrement avec Rust. On se dit, l'organisation, quoi qu'il fasse, t'as un espèce de plafond, je sais pas comment l'expliquer, où on a envie. Toi, tu parlais de Lima, de Michael Venom Page là. Lima, quand il était champion, moi, j'avais envie de le voir à l'UFC. On se dit, on a envie que les gars aillent à l'UFC. C'est vraiment une organisation. Alors que tu vois, le One, aujourd'hui, ils ont réussi à se faire, à avoir une image où on peut se dire, bah, on parlait de Rotang Dimitrius Johnson. On peut se dire, on va faire sa carrière au One FC. Au Bellator, il y a toujours ce côté, paf. Non, on peut faire sa carrière nulle part si on a le niveau. Mmh. Honnêtement, comme je dis encore, pour la performance sportive, on peut dire ce qu'on veut. Il y aura toujours des chèvres cachées dans l'UFC. Ça existe toujours. Enfin, c'est trivial, c'est mal dit comme ça. Ça fait, il y aura toujours des personnes un peu plus faibles à l'UFC cachées. Cependant, l'UFC c'est le benchmark. Tu peux dire ce que tu veux. Quand tu arrives au top et tu touches à la ceinture de l'UFC, c'est le top du top. Dis ce que tu veux, la compétition, elle est hard. Parce que au PFL, tu vas avoir de temps en temps des tueurs. Au Bellator, de temps en temps des tueurs. Et ces tueurs se retrouvent sans concurrent. À l'UFC, tu as rarement des tueurs sans concurrent. Tu as rarement Amanda Nunes, tu as rarement Valentina Shevchenko, tu as rarement ce genre de truc. Ça ne dure pas longtemps chez les garçons, chez les hommes en tout cas. Et donc, tu me parles de One FC. Tu penses vraiment que moi, je suis content de voir Dimitri Johnson au One FC? Alors, peut-être pas au regard de ses récents résultats, mais moi je trouve que le One FC, ils essayent de faire un des choses fun, et deux, on n'a pas ce côté. J'ai pas envie que le Bellator prenne ombrage de ce que je vais dire, mais tu vois que c'est une deuxième division. Un peu comme le KSW, tu vois, le KSW c'est en dessous de l'UFC, mais on se dit que pour les combattants qui sont au KSW, comme par exemple Mariusz Pudzianowski contre Bombardier, on sait qu'ils peuvent que être au KSW. Tu vois, et le One FC, pour les Rotang, pour les combattants comme ça, tu sais qu'il y a que le One FC finalement pour eux. Tu vois? Ok, donc on est d'accord que il y a des organisations qui sont des niches. Mm-hmm. L'Asie, organisation pour les niches, pour ce qu'il y a des combats de très très légers, des 48 kilos, notamment chez les filles, des personnes qui ont un style un peu, voilà, qui sont dans l'humilité un peu, ce qu'on aime en Asie, et puis du côté de la Pologne, les dopés de la planète, en majorité. Ensuite, des freak shows, des personnes qui arrivent avec des poids qui ne sont même pas dans la Convention de Genève, et puis tout le monde peut combattre. Voilà, chacun, on sait que ce sont des niches. Et puis on sait qu'il y a une organisation qui donne le benchmark. On peut dire ce qu'on veut. On choisit en tant que manager, je vais choisir les organisations où les gars vont briller. C'est-à-dire que Non mais tu vois, par exemple, moi c'était surtout une comparaison avec le Strike Force. Le Strike Force a réussi à aller là où le Bellator n'est pas allé pour l'instant. parce qu'à l'époque, c'était pas pareil. À l'époque du Strike Force, l'UFC n'avait pas atteint ces niveaux. Ce que tu ne comprends pas, c'est que l'UFC, quand ils ont acheté le Pride, le Strike Force, le WEC, ils se sont mis à accélérer en termes de qualité d'événement. Nous, les coachs et les managers qui y allons, on voyait tous les jours
l'espace s'est creusé. Et de l'autre côté, les autres organisations n'ont pas suivi. À l'époque, le Bellator suivait, il y avait match, ça tenait un peu la route. Maintenant, il n'y a plus match. Enfin, même les personnes les plus critiques de l'UFC regardent tout le temps l'UFC, tu peux pas faire autrement. Il y a des émissions qui sont que UFC. Quelle organisation aujourd'hui peut faire une émission? Quel média aujourd'hui peut vendre s'il ne fait qu'une émission sur un événement? Imaginons aujourd'hui, on dit la sueur, tu ne fais que des événements du One FC et tu tiens la route. Mais tu sais que tu fais banqueroute, tu sais que tu déposes ton bilan. Non, mais il n'y aura rien. Vous déposez le bilan très rapidement. Un mois maximum. Vous tenez un mois, vous lâchez l'affaire parce que l'information n'y est pas. On vous demande aujourd'hui, Arès, prenez Arès, faites la com sur Arès, mais le lendemain, vous posez le bilan. Parce que le benchmark aujourd'hui, c'est l'UFC et nous tous, nous sommes des wagons qui suivons la locomotive. On n'a pas le choix, on a beau dire ce qu'on veut, ça va prendre encore du temps pour atteindre le niveau. Et donc, dès que le gars plafonne, t'as envie de le comparer à d'autres personnes. On parlait du One FC. Mais moi, la famille Lee, les deux sœurs Lee plus leurs frères, mais j'espère un jour les voir à l'UFC. Angela Lee, c'est un prodige. Il y a peu de personnes, hommes, femmes, capables d'être aussi complètes que cette jeune fille, Angela Lee. Mais qui est au courant? La moitié des gens qui nous regardent ne savent même pas de qui je parle quand je parle d'Angela Lee. Et pourtant, elle pourrait donner des leçons à la moitié de tu la mets contre Valentina Shevchenko, on enlève le physique, il y a un match. Elle est extrêmement complète. Elle est... Mais voilà, malheureusement, ça reste une niche. Et malheureusement, mais encore une fois de plus, ça ne veut pas dire que on ne peut pas trouver bonheur ailleurs. Si jamais tu t'appelles Mansour Barnaoui et que tu t'en sors bien en Corée, restez-y. C'est que je suis persuadé que Alan Bodo, il aurait plus sa place à aller combattre au One FC que de combattre à l'UFC. L'opportunité s'est présentée, on l'a pris, mais si on devait organiser la carrière de manière très sérieuse pour le faire briller sérieusement, c'est le One FC qu'on viserait parce que là-bas, il peut briller différemment parce qu'il y a une mentalité de samouraï, il a une mentalité asiatique, il est bon pour le marché asiatique, il est, exotique pour les Asiates. Et chacun son marché. Maintenant, tu y vas, tu es conscient que tu y vas parce que tu vas chercher quelque chose, un peu d'argent ou quelque chose, mais au fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas le haut niveau. Tu le sais que tu n'es pas sur le haut niveau. Tu le sais que le haut niveau, c'est ailleurs. Et au fond de tous ces athlètes, c'est la même chose qui arrive. C'est ce que je disais en parlant avec l'un le président du Brève, en lui disant, il n'y a pas qu'un seul athlète qui a envie de sortir de chez toi. Je sais que ça fait chier de savoir qu'il y a des athlètes, nous, les managers, on vient te voir pour te demander des sorties. Mais non, ils sont super amoureux du Brève. On est tous amoureux du Brève. Mais quand on a tourné 1, 2 combats, la victoire ou la ceinture du Brève, on veut autre chose. On veut, c'est normal, il faut s'y attendre, c'est comme ça. Y a rien, tu peux rien faire parce que sportivement, le combattant, c'est un sportif. Il a envie du challenge au final. Et quitte à revenir plus tard, il veut aller où ça challenge. Et donc, hormis justement le Brave et toutes ces organisations-là où les combattants peuvent avoir le regard rivé vers l'UFC, on a une question de Kenny Joy qui nous pose « Bonjour la sœur, bonjour le King, quels sont véritablement les critères pour rentrer à l'UFC ? Il y a des combattants qui excellent dans d'autres organisations et qui pourtant n'entreront jamais à l'UFC. » On a eu un début de réponse avec Fernand, et là, on aimerait la suite. Il y a 2 catégories. La vérité, c'est que l'UFC souhaite avoir des personnes qui ont des palmarès plutôt parfaits, qui sont très jeunes, des personnes dont l'âge compte beaucoup. La virginité du palmarès compte aussi beaucoup. Quoi d'autre?
l'importance médiatique compte beaucoup. Même quand on n'est pas encore une star, le potentiel de devenir une star compte beaucoup. S'il y a quelque chose qui est promoteur et qui montre que on peut devenir une star comme Pimblet, ça compte beaucoup. Cependant, tout ce que je viens de raconter chute à partir du moment où c'est un short notice. Ça veut dire que l'UFC, comme tout le monde, c'est le marché, la règle de l'offre et la demande. Ils sont archi compliqués à choisir à partir du moment où ils ont beaucoup d'offres et ils demandent peu. Mais à partir du moment où la tendance s'inverse, parce qu'il y a un combattant qui a été blessé et qu'on cherche un combattant dans une division qui ait les papiers tout de suite pour voyager, qui sont tous les papiers médicaux tout de suite, y compris les dossiers médicaux comme les scanners, les angioscanners, les IRM avec et sans contraste, ça nécessite du temps pour prendre des rendez-vous, ça nécessite beaucoup d'argent pour se préparer à ça. Quand il y a tout qui a été dépassé et que tout s'inverse et que c'est l'UFC qui fait la demande, à ce moment, ils se mettent à prendre des palmarès qu'on n'aurait pas attendu du tout. Et voilà quoi, c'est qu'ils vont être là en train d'attendre, d'espérer, de prendre, de dire ok, je sais pas moi, Taylor Lapillus, tu es sur la liste d'attente. Et puis le lendemain, il y a un combat rapide aux États-Unis. Et ils vont prendre qui? Alors que Taylor est sur la liste d'attente, ils vont prendre comment il s'appelle, Nathan. Oui, qui a été au Cage Warriors, ouais. Non, Nathan qui a perdu contre Taylor Lapillus par KO au 3e round, au TKO. Le mec était invaincu, il avait 10-0. Sa seule défaite, c'est par Taylor Lapillus. Et en gros, il va affronter Taylor Lapillus, il va battre contre Taylor Lapillus, mais Taylor Lapillus est sur la liste d'attente, mais au moment où l'UFC a besoin d'un 61 kilos pour aller combattre sur les États-Unis, Taylor Lapillus n'a pas son P1 visa, le visa de travail aux États-Unis, et donc dans la priorité, ça change tout. Taylor Lapillus passe derrière et Nathan passe à l'avant, alors que sur le classement et surtout, il est plus en avance, Taylor Lapillus. Et c'est aussi simple que ça. Et ce mec-là, aujourd'hui, sur 3 victoires à l'UFC, et Taylor Lapillus n'a toujours pas été pris. Donc, c'est un algorithme qui peut changer, qui peut basculer à tout moment en fonction de l'offre et de la demande. Nathan Maness, voilà, pour son nom. C'est ça. Et il y a aussi, après je sais pas si c'est toujours vrai actuellement, est-ce que quand les combattants viennent d'autres organisations américaines, notamment PFL et Bellator, est-ce que c'est plus difficile ensuite de rentrer à l'UFC? Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est révolu. À l'époque, il y avait une espèce de politique qui disait, OK, si tu es passé dans une organisation concurrente comme le KSW, tu auras plus de chance de rentrer à l'UFC si tu passais par le Bellator. Mais aujourd'hui, non, ça n'existe plus. On le voit bien que Chandler, il passe et puis il arrive, il court tout le monde, il fait la ceinture de l'UFC. On sait aujourd'hui que l'UFC ne s'attale plus sur ça. Le business a pris le pas sur la fierté de dire il a combattu à gauche ou à droite. Maintenant, on est sur le business pur. Est-ce qu'il est vendeur? S'il est vendeur, on le prend. Et arriver à 0-0 à l'UFC, est-ce que c'est quelque chose qui est possible de débuter sa carrière à l'UFC, ou pour toi il reste toujours, quel que soit le statut du combattant, que ce soit un énorme prospect, un champion olympique ou autre, est-ce qu'il faut toujours, dans la tête de l'UFC, avoir fait ses preuves avant? Non, il y a des, comment ça s'appelle? La signature à l'UFC, c'est une performance et on est toujours en train de battre des records. On bat toujours des records. Ça veut dire que le record pour... c'est pour ça que j'étais content pour comment il s'appelle? Benoît Saint-Denis? Benoît Saint-Denis, parce que c'est un record battu. Il a combien de combats? 6 combats? 8 combats, 8-0. 8 combats. 8-0. C'est un record battu pour les Français. Il y a peu de Français qui sont arrivés à l'UFC avec 8-0. Avec 8 combats. Taylor Lapillus était déjà arrivé à l'UFC, je crois, avec 7 combats. 7 ou 8 combats, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il était très jeune, il avait que des combats de pancras à l'époque. C'était un record battu. Ensuite, Francis Ngannou est arrivé avec 6 combats, 5 victoires, 1 défaite. Record battu.
Ensuite, Cyril Gane est arrivé à l'UFC avec 3 combats. 2 combats. 2 combats. 2 combats. Il entre à l'UFC combat. Il a déjà 3 combats, mais au moment où nous, on reçoit le contrat de l'UFC, il a 2 combats. Et en gros, nous, on négocie avec l'UFC pour faire le dernier combat du TKO par affinité, amitié, parce que il nous a donné la main quand on avait besoin de se faire connaître. Et donc, par loyauté, on reste avec lui, on fait le dernier combat avec Stéphane Patry, le CEO du TKO. Mais au moment où on reçoit l'offre de contrat, au moment où Ming Mena m'envoie le contrat, il a 2 combats, dont record battu qui est celui de Cain Velasquez. Cain Velasquez, entré à l'UFC, mais c'est un peu plus facile, américain, grand lutteur de son état, venant de l'AEK, c'était plus facile de le faire entrer. Mais voilà, c'est toujours une affaire de record. Et donc, je pense que il y a des personnes qui peuvent entrer à 0-0 pourvu qu'ils aient des gros titres comme champion olympique. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Il faut que tu combines à la fois le côté potentiel de devenir une bête de star et que derrière, tu aies fait des grands titres. Voilà. Et on avait aussi Brock Lesnar qui était rentré à l'UFC avec 1-0 seulement. Donc un seul combat, mais là aussi, Brock Lesnar, au moment de son entrée à l'UFC, était déjà une superstar de la WWE. C'est ça. Aujourd'hui, si tu prends, comment il s'appelle, The Rock, il peut entrer à l'UFC avec 0-0 s'il veut. C'est clair. Ouais. Si demain il pose sa candidature pour faire poids lourd à l'UFC, tu ne vas pas dire non à un mec qui a 60 millions. Il a quoi, 300 millions de followers? Je ne sais même pas. 200, 220, 250. Voilà, tu ne tiens pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas lui dire non, c'est un vrai influenceur. C'est un mec qu'on voit tous les jours sur Fast and Furious. Tu ne lui dis pas non. L'UFC a donc le TUF, à les Dana White Contender Series. Ils ont racheté des organisations. Pourquoi est-ce que l'UFC n'a toujours pas son organisation pour les pépites? C'est finalement un accord avec les autres organisations pour dire écoutez, vous vous développez et ensuite on récupère vos champions, vos combattants les plus intéressants, ou finalement un business qui ne les intéresse pas pour l'instant? Pourquoi aller mettre de l'énergie sur une organisation alors que toutes les autres organisations te fournissent les pépites tout seul? Moi, je suis content d'annoncer à mes athlètes que sur votre contrat, vous avez une clause ZUFA d'entrée de jeu. Avant, ça s'est négocié dans les organisations. J'annonce à tous les athlètes qui combattent sur Ares, dès que vous voulez, dès que l'UFC vous fait signe, vous êtes libre de partir. À tout moment, l'UFC vous appelle, vous partez. Je suis fier de le dire parce que pour le moment, au stade où on en est, c'est un honneur pour nous d'avoir nos athlètes qui combattent à l'UFC. De dire que Josh Parisian a été recalé au Contender Series, est venu combattre sur Ares. Il a gagné, boum, il a été rappelé pour le Contender et pour l'UFC. Savoir que Nassourdine Imavov, un combat, boum, UFC. Savoir que Max de Brito, le Brésilien, il est venu sur Ares, ensuite UFC. Pour moi, c'est bien. Ça montre qu'on est un benchmark. Ça montre que le niveau qu'on a sur Ares, c'est un niveau qualité. Ça montre que c'est ça d'ailleurs qui a poussé aussi Ares à travailler directement avec nous et à nous avoir sur l'UFC Fight Pass tout de suite, sans aucun pilote, parce qu'on a montré tout de suite que en termes de qualité d'image, en termes de scénographie, en termes de production, on était sur quelque chose de quali. Et non, ils se contentent de ça. Tout au contraire. C'est que l'UFC arrive combien de fois en Allemagne? Une fois. L'UFC arrive combien de fois en Pologne? Une fois et encore, pas sûr. Peut-être 2 fois maxi. L'UFC, ils peuvent pas être partout. Et donc, ils font quoi? S'ils doivent aller bosser, faire tout ce boulot, non, ça fait trop de boulot. Tout au contraire, ils nous aident. Moi, personnellement, l'UFC nous aide dans le sens où quand on a besoin d'Endeavor, Streamen, ils aident. Quand on a besoin d'UFC Fight Pass, ils aident. Quand on a besoin même de connexion, de n'importe quoi, des PR, de n'importe quoi, ils aident, ils donnent un coup de main, puisqu'on
on leur sert de finalement De de tremplin? premier, non, pas de tremplin, j'allais dire comment on appelle la personne qui est en avant et qui va alerter, qui va tester le terrain et voir ce qui se passe. On les, on, on les Oui. sert à aller, comment ça s'appelle, à aller chercher ce qui se passe en avant et regarder ce qui se passe. Les petites organisations, les moyennes organisations servent à Oui, vous tâtez le terrain, éduquer, ouais, c'est ça. voilà, à éduquer le public, à venir éduquer, pousser les gens à la consommation du pay-per-view, pousser les gens à la consommation de la télévision, pousser les gens au ticketing, à prendre les tickets, à aller dans les salles. Et c'est quand on a fait tout le boulot en amont qu'ils débarquent une fois l'année, ils ramassent le pactole, ils font un gros événement, ils repartent chez eux. Pourquoi veux-tu qu'ils fassent des petits événements? Non, ils n'ont aucun intérêt pour le moment. C'est que dès qu'on devient grand et qu'il y a quelque chose, bah, ils proposent un rachat quand on commence à gêner. Mais Hmm. sinon, si tu ne les gênes pas, bon, au final, ça ne pose pas de problème. Et voilà. On va finir avec une toute dernière question, Fernand. Oui? J'ai Ok. trouvé le mot. On laisse d'éclaireur. Éclaireur. Et voilà, il a trouvé. Alors, dernière question Bah de oui, Laurent. si tu as été un scout et tout, tu sais c'est quoi un éclaireur. Oh là là là, on en apprend toujours plus, hein. On en entend toujours plus sur Fernand Lopez. Alors, dernière question de Laurent D'Agostino. Les gars sérieux se battent pour 800 000 dollars, c'est une misère. Waouh, il n'y a pas une petite déconnexion du monde réel là et qu'on ne me sorte pas que l'argument qu'ailleurs on gagne plus. Il y aura toujours mieux ailleurs, mais 800 000 quoi? 800 000, c'est ce que je vais gagner dans toute ma vie au taf. Alors, je me permets de répondre tout d'abord, c'est ce que je voulais, enfin, par rapport aux 800 000, quand on dit que c'est une misère, c'est effectivement une misère au regard des gens que touchent ces combattants. Vous regardez un Easter Overeem qui certes va toucher 800 000, je crois que c'était le plus gros contrat fixe à l'UFC. 800 000 quand on est main event, ou en tout cas sur les main cards de l'UFC, qu'on est sur des pay-per-view qui touchent des millions de foyers, quand on est diffusé sur ESPN, sur Combatté, enfin partout dans le monde, c'est que dalle au regard de ce qu'il apporte. Faut bien se rendre compte que ces gars-là ne sont pas des personnes comme vous et moi. Ils n'ont pas un métier normal. Et là aussi, leur carrière est extrêmement courte. Donc quand on regarde des footballeurs qui vont avoir une même carrière, mais qui vont toucher, je sais pas moi, 30 millions par an en salaire fixe, par exemple, quand on joue au PSG, et qu'un combattant de MMA, avec tous les risques que ça comporte, hein, parce que bien évidemment, vous avez le risque de blessure qui est assez énorme, le fait que l'UFC puisse mettre fin à votre contrat quasiment du jour au lendemain en fonction de la performance, 800 000, c'est très très peu par rapport à ce qu'ils apportent. C'est ça aussi, enfin, moi c'est vraiment ça, c'est 800 000 dans l'absolu. C'est énorme, même ce que Conor McGregor touche, hein. Je crois que c'est à 20 ou 40 millions pour ses derniers combats, c'est énorme, mais entre ce qu'il rapporte et ce qu'il touche, il y a un énorme déséquilibre, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est une misère, et je rejoins complètement Fernand là-dessus. Absolument. Ça reste une misère. Ça reste super compliqué parce que ce qu'il faut calculer, ce n'est pas ce qui arrive dans la poche du combattant, c'est déjà calculer la somme des bénéfices total des bénéfices qu'a fait l'événement et ensuite on voit combien on rétribue pour la paye. C'est ça la question. C'est pour faire simple, je travaille dans ta société, on fait un chiffre d'affaires, un bénéfice net sur l'année de 10 000 euros et tu me dis, tiens, voilà 9 euros. Et tu dis, 9 euros, c'est énorme. Oui, effectivement, 9 euros, c'est énorme, mais, mais quand tu sais que le chiffre, le bénéfice qu'on a fait, c'est 10 000, tu dis, bon, vous abusez quand même, vous auriez pu me donner un peu plus. C'est juste ça. Mais encore une fois de plus, c'est toutes les organisations qui font pareil. Hmm. Parce que la construction, l'instabilité et comment dire, la volatilité du marché du MMA sur les combattants et la même sur les promoteurs. Les promoteurs, ça peut basculer du jour au lendemain, il n'y a plus d'événements pour X ou Y raisons. Du coup, ils sécurisent au maximum. Les athlètes, c'est pareil, ça peut basculer du jour au lendemain et c'est injuste. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut pas, ça sert à rien d'en parler comme on en parle de manière isolée. L'idée, c'est de construire les choses, de mettre en place un syndicat, de mettre en place des solutions et
dans ma petite dimension, encore une fois de plus, c'est ce qu'on cherche tous les jours. Ça fait juste 3 ans depuis le début de la création de Ares, où on est en train de travailler d'arrache-pied pour finaliser l'employabilité sur Ares. On se bat vraiment pour que sur Ares 3, Ares 4 max, qu'on ait des salariés, des personnes qui ont des fiches de paye, des personnes qui ont une prévoyance sociale, qui ont une retraite parce qu'elles combattent. Qu'elles combattent ou qu'elles ne combattent pas, qu'elles aient tous les mois un salaire qui se régule quand, à la fin d'année avec le nombre de combats qu'elles ont fait. C'est un peu long, mais on y travaille d'arrache-pied. On est quasiment à moitié chemin sur ce qu'on fait et bientôt on aura les bonnes nouvelles pour ça. Oh, wow, 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 wow. Dis donc que de grosses nouvelles, et puis même par rapport au salaire pour finir, moi je disais bien évidemment ça, c'est pas juste pour le MMA, je veux dire, quelqu'un qui rapporte énormément quel que soit son métier, c'est normal qu'il soit rétribué de manière extrêmement correcte. Donc Encore faut-il qu'il y ait une convention collective. Mm-hmm. C'est-à-dire que quel que soit le métier que tu fais, je suis un directeur sportif, je suis un entraîneur, je fais partie de la convention collective du sport. Et sur la convention collective, je sais exactement combien on doit me rétribuer comme salaire au vu de ce que je fais comme métier. Mais comme sur le sport, le spectacle, l'entertainment, il n'y a pas cette convention collective, il n'y a pas toutes les associations qui peuvent suivre ça, il n'y a pas quelque chose de... Voilà, il faut essayer justice, il faut qu'il y ait un travail de profondeur qui soit fait dessus et ça prend du temps. Voilà, nous sommes complets sur la question, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire de YouTube à Fernand Lopez qui répond comme vous le voyez, avec plaisir, avec exhaustivité, et puis en plus qui ajoute 2-3 petites breaking news comme ça, donc ça fait toujours plaisir. Bien, on se retrouve la semaine prochaine, mon cher Fernand, je ne sais pas de quoi on va parler, enfin il y aura sûrement de quoi dire sur Wilder Fury, aussi un petit peu en MMA avec, bon... Le planning est un petit peu moins chargé. Là, ce week-end, on a Rodriguez contre Mackenzie Dern en main event. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément en parler. Moi, je vais beaucoup en parler. Oh! Parce que au-delà de la fight card qui est faible, c'est excusez-moi du mot, putain de combat. C'est-à-dire que, sincèrement, quand tu as l'un des meilleurs sols du monde et l'un des meilleurs anti-sols avec striking du monde, tu peux pas négliger ça. Peu importe. Je sais que Mackenzie Dern, elle est super jeune. On la voit pas encore porter tout un événement sur ses épaules. Rodriguez, on la voit. Mais attention. Les gars, je vous invite à regarder ce combat. Déjà, prenez le temps d'aller checker. Et vous me dites si chez les hommes aujourd'hui, on a un niveau de sol. Non. On a des grands niveaux de sol. Prenons le cas de Gilbert Burns. Le mec a tout gagné. Panamérica, tout ce qu'on veut. Est-ce que vous n'êtes pas choqué de savoir qu'il n'arrive pas à finaliser et que, comment elle s'appelle? Mackenzie Dern? Mackenzie Dern, elle y arrive. Peu importe ce que tu fais, peu importe de ce que tu es, quand elle va au sol avec toi, il y a personne qui a plus de succès qu'elle à l'UFC en ce moment. Même Damien Maia n'a pas fait ce qu'elle a fait. Si tu mets les pieds au sol avec elle va te soumettre d'une manière ou d'une autre. Et ça, clé de genoux, clé de talon, clé de bras, étranglement, elle a tout fait. La totale. Les gars, c'est du spectacle. D'un autre côté, voilà une jeune fille qui tape sérieusement. Elle envoie du Muay Thai, du lourd. Enfin, non, pour moi, je pense que ce main event, la Fat 4 n'est pas bonne, mais le main event est l'un des main events les plus sous-estimés qui existent. Moi, je serai au premier loge, je ne vais pas manquer une minute. En termes de technique, on va tellement apprendre ce soir-là. Enfin, encore faut-il qu'on ait l'humilité de vouloir apprendre, parce qu'il y a beaucoup de garçons là-dehors qui sont convaincus qu'ils ont véné de leur grand-père et que quand une fille est en train de faire de grappling, on peut aller apprendre. Perso, Mackenzie Dern
Quand il fait du grappling, je m'assois, je regarde. Bah voilà. Donc Fernand est en train de vous dire qu'il sera sur Twitter pour vous donner toutes ses analyses pro bono. Bon bah allez, très bonne semaine Fernand, bonne UFC, et puis voilà, à la prochaine. Bonne semaine, jeune homme.